Si les accords signés ne sont pas respectés par Total, les stations fermeront. Elles fermeront dans la semaine. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Alizé pour votre édition de 19h. Alors, vous venez de l'entendre, les gérants des stations-service Total ont mis leurs menaces à exécution, à savoir étendre leur mouvement à toutes les stations de Guadeloupe. Cet après-midi, l'organisation professionnelle des gérants des stations-service était en assemblée générale à Jarry avec toutes les stations du territoire. Le reportage de Paul Pillet. Ils étaient tous là. Les gérants Total, comme annoncé, avaient réuni l'ensemble des gérants des autres enseignes sous l'égide de l'organisation professionnelle des gérants des stations-service. Au bout de 2 heures de réunion, à huis clos, la nouvelle attendue est tombée. Il y aura bien une grève générale et donc fermeture de toutes les stations. Les gérants, dans leur grande majorité, ont décidé d'apporter leur soutien aux gérants Total. Parce que ce qui se passe chez Total risque aussi de se passer dans les autres compagnies. Donc c'est vrai que si les problèmes que nous posons, si la loi n'est pas respectée, si les accords signés ne sont pas respectés par Total, les stations fermeront. Elles fermeront dans la semaine, dans les tout prochains jours. Cela fait 6 jours que la quasi-totalité des stations Total a baissé leurs rideaux. Cette semaine, ce sera donc le cas pour toutes les stations, toutes enseignes. Si l'organisation n'annonce pas de date exacte au début du mouvement, des négociations sont encore possibles avec le groupe Total. Et donc aujourd'hui, au 6e jour de grève, le scénario était identique au jour précédent. Les Guadeloupéens et les Guadeloupéennes se sont encore rués sur les stations d'essence, comme l'a constaté Paul Pillet. C'est la ruée dans les pompes guadeloupéennes. De nouvelles files d'attente dans les stations-service, celles ouvertes aujourd'hui sont prises d'assaut. Pour la 6e journée consécutive, les stations Total sont quant à elles restées fermées. Les automobilistes s'arment de patience pour faire de l'essence. Je suis là depuis 6h30 du matin. J'ai plus d'essence, mon voyant s'est allumé en venant travailler. Alors j'attends pour voir si le pompiste me donne un peu d'essence. J'en ai plus du tout. Voilà. Si, admettons, j'en avais même un peu la moitié, bon, je serais resté chez moi. Je fais un demi-plein tout simplement parce que je suis amené à me déplacer plusieurs fois par rapport à l'état de ma mère. Je suis dans un département, la Guadeloupe. Dès lors qu'il y a un problème, on prend l'automobile à défaut. On nous prend en otage. Par contre, ils oublient que ce sont nous qui les payons. Donc il serait temps que les automobilistes aussi s'organisent, boycotter toutes les stations qui se permettent de nous prendre en otage, ne serait-ce une journée. À ce moment-là, ils vont se rendre compte de la réalité. On ne peut pas avoir l'argent et le beurre en même temps. Comme j'ai vu là, que bon, je me suis dit, bon, mais pourquoi pas tenter ma chance. Si la majorité d'entre eux sont sur la réserve, certains préfèrent jouer la sécurité. J'en ai un peu, mais il m'en faut tous les jours. Avec les gérants Total, on ne sait pas où on en est. Ils peuvent faire la grève aujourd'hui ou demain, comme ça j'en aurai de la réserve. J'en ai un peu, mais par prudence, je préfère en mettre de côté. J'ai de l'essence, mais bon, je prévois pour essayer de passer quand même de bonnes vacances. Autre problème majeur pour les stations en activité, le manque ou l'absence de carburant. Certains, depuis hier, sont en attente d'une livraison, mais celle-ci tarde à venir. On attend comme tout le monde. On n'a pas de produit. J'ai passé la commande normalement. Je pense que ça va arriver incessamment. Ce gérant pourrait rejoindre, lui aussi, le mouvement social par solidarité, un mouvement de grève qui pourrait s'élargir à l'ensemble des stations de l'île. Voilà donc ce qu'on pouvait dire ce soir sur ce dossier consacré à la grève dans les stations-service. Il y a tout juste une semaine, Géraud Calidon, décédé au CHU de Pointe-à-Pitre. L'homme de 53 ans, se plaignant de maux de ventre, avait été emmené aux urgences. Depuis, sa famille a déposé plainte. Les résultats de l'autopsie devraient en dire plus prochainement. Les précisions d'Éric Pommier. Le dossier de la mort suspecte de Géraud Calidon suite et pas fin. Une autopsie avait été annoncée aujourd'hui pour définitivement confirmer s'il y a eu erreur médicale ou pas. C'est la conséquence de la plainte qui a été déposée par la sœur du défunt. Son frère, rentré en urgence le 13 juillet dernier, n'aurait pas reçu les soins nécessaires et surtout pas dans les temps, malgré en effet un état de santé en nette dégradation, ce malgré le courrier du médecin pour admission urgente au CHU.
Selon certains éléments, l'homme de 53 ans aurait été victime d'une occlusion intestinale. Au CHU de Pointe-à-Pitre, la direction et la commission médicale de l'établissement s'affairent pour faire la lumière sur les circonstances de la mort de la victime dans le but de faciliter le travail de la justice, ce dans le cadre de la procédure ouverte. Le conseil de la famille, Maître Durimel, plaide lui l'homicide involontaire par imprudence ou négligence. Ce matin, la sœur était toujours dans l'attente du verdict de l'autopsie. On évoque même une contre-expertise en cas de complication de l'enquête. Géraud Galidon venait d'élire domicile chez sa sœur 3 semaines auparavant, de retour de métropole. Retour à présent sur cette visite historique ce week-end en Guadeloupe. Une première, le révérend Jesse Jackson, véritable icône de la société américaine, a notamment tenu un discours hier sur le parvis du Memorial Act. Le résumé est signé Éric Pommier. Jesse Jackson, un homme, mais avant tout un charisme à la pointure internationale. La Guadeloupe, ce révérend américain en a fait sa destination pour quelques jours. Sa priorité, visiter un Memorial Act à peine inauguré et déjà convoité par les plus grands de la planète. Une visite d'un personnage historique, qui est par ailleurs dans l'exposition elle-même, dans l'île où on parle de l'Amérique du Nord, de la guerre de sécession jusqu'aux années 70, jusqu'à Malcolm X. Donc c'est bien un personnage historique qui nous visite aujourd'hui. Alors, une telle figure chez nous a bien sûr déplacé les foules, y compris hommes et femmes politiques de tous bords. Hommage rendu dignement aux compagnons de combat de Martin Luther King. Bienvenue en Guadeloupe, monsieur le révérend Jesse Jackson, défenseur des droits humains de votre descendants. Bienvenue au Memorial Act, le centre caribéen d'expression des mémoires de la traite et de l'esclavage. Bienvenue à vous, à votre famille, à vos concitoyens. Bienvenue. À homme d'exception, moment d'exception, Jesse Jackson, figure de légende, a rendu à des acteurs un digne remerciement à ceux justement qui voulaient voir un jour se dresser fièrement ce Memorial Act. Accolade chaleureuse inattendue pour Luc Renet, ancien président du CIPN. Le révérend aurait pu se contenter d'un voyage à travers le temps et repartir la tête pleine d'images fortes. Mais en Guadeloupe, il est chez lui, il l'a dit, ne pas partager quelques poignées de main avec ses frères et ses sœurs aurait eu le goût d'un voyage inachevé. Le Memorial Act est le plus beau musée qu'il ait eu à visiter. Le révérend l'a crié haut et fort devant une population charmée par des discours élogieux. Cerise sur le gâteau, la décoration de la médaille de la Rainbow Coalition à Jacques Martial. La Rainbow Coalition était une coordination de différents groupes politiques américains créés en 1969. Que d'émotions donc en une seule journée. C'est cela l'effet d'une rencontre entre une légende vivante et un centre caribéen, désormais catalyseur des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Et Jesse Jackson était en Martinique. Aujourd'hui, il s'est rendu notamment sur la tombe d'Aimé Césaire et sera de retour demain en Guadeloupe. Au programme, une conférence à l'hôtel de région sur le thème Delgrès, Ignace Solitude, héros guadeloupéen et lutte des peuples noirs pour l'égalité. Et notez qu'avant son retour demain sur notre territoire, Jesse Jackson devrait également prendre le petit déjeuner avec Christiane Taubira, puisque la garde des Sceaux doit atterrir en soirée à Fort-de-France. On rappelle qu'elle sera également en Guadeloupe mercredi soir, bien sûr. On aura l'occasion d'en reparler. Journée tout aussi historique aujourd'hui dans la Caraïbe, puisque les États-Unis et Cuba rouvrent officiellement leurs ambassades après 54 ans de relations diplomatiques rompues. Et pour en parler en détail, Julien Mérion est avec nous ce soir en plateau. Bonsoir Julien Mérion. Bonsoir. Alors vous êtes politologue au Centre d'analyse géopolitique et internationale de la Guadeloupe. Avant de parler des relations entre les États-Unis et Cuba, quelle est votre réaction par rapport à la venue de Jesse Jackson? Comment vous analysez sa venue dans notre département? Alors j'essaie de comprendre. Je crois que d'abord cette visite relève du symbole. C'est une symbolique. Je crois que Jesse Jackson, dans l'inconscient collectif, est l'expression d'une forme de résistance et en même temps, il y a, à mon sens, dans cette présence et dans l'engouement, un sentiment d'appartenance. Ces deux éléments, c'est-à-dire la symbolique de la résistance et le sentiment d'appartenance, ont donné à cette visite sa tonalité, ont favorisé l'adhésion. Et je crois qu'il est très intéressant aussi d'y ajouter un troisième élément, c'est une forme d'ouverture. Je crois qu'on a eu là, l'espace de quelques temps, une petite ouverture sur ce qu'est la culture américaine, la culture politique américaine, la culture politique des Noirs américains.
Alors justement, vous parlez d'ouverture. Aujourd'hui, les liens entre Cuba et les États-Unis ont franchi un nouveau cap. Concrètement, qu'est-ce qui va changer avec l'ouverture des ambassades? Alors, pour l'heure, on ne peut pas dire qu'il va y avoir une révolution fondamentale. Depuis le 7 décembre, date à laquelle avait été annoncée cette décision de reprendre les relations diplomatiques, je crois que, bon, là encore, on est dans le symbole de manière fondamentale. On est dans le symbole, c'est-à-dire la rupture avec une période. Il y a une période qui s'est ouverte. Sur le plan géopolitique, il y a un renversement de tendance qui s'opère sous la poussée conjointe, d'une part, des milieux d'affaires américains, sous la poussée aussi des pays de la Caraïbe et d'une manière générale de l'opinion internationale. Et ça se traduit progressivement par un certain nombre de faits. Alors, il y a eu déjà quelques visites. La première, on peut dire, réalisation et matérialisation, c'est cette ouverture aujourd'hui, le 20 juillet, des ambassades. Alors, on en est aujourd'hui qu'à monter des drapeaux, hein. Bon, on ne va pas tellement plus loin. Il y a néanmoins, si vous voulez, comme une forme de glace qui est brisée, de barrière qui se trouve brisée dorénavant. Pour autant, on n'est pas rentré encore dans l'ère des relations normales, apaisées, qui voudrait dire que le commerce est repris, voilà, l'embargo n'est toujours pas levé. Voilà, que notamment la liberté totale de circulation d'un pays à l'autre soit rétablie, que les échanges à tous les niveaux ont été remis en place. Il faudra un certain temps pour cela, parce que le contentieux est important. Le contentieux porte sur d'abord des divergences, on peut dire sur la vision du monde, sur deux conceptions du monde. Les divergences portent sur un certain nombre de faits qui se sont produits, et les divergences portent aussi très certainement sur le rôle dorénavant que va jouer Cuba dans l'espace régional, qui certainement sera un rôle extrêmement important. Une dernière question, est-ce que cela va changer quelque chose pour la Guadeloupe? Tout change quelque chose pour la Guadeloupe. Nous sommes dans un monde globalisé, il ne faut jamais l'oublier. Quel que soit ce qui pourrait se passer ici ou là, le terrorisme a un impact sur la Guadeloupe. Donc, a fortiori, ce qui se passe à 800 km ne peut pas ne pas avoir d'influence sur la Guadeloupe. Alors, l'influence, c'est que, d'autre part, nous appartenons à un monde qui est de plus en plus ouvert, sans cette espèce, si vous voulez, de verrue. Parce que Cuba constituait une verrue, on fait sauter cette verrue. Dorénavant, donc, on peut dire qu'on est dans une nouvelle ère des relations à l'intérieur de l'espace caribéen, incontestablement. Maintenant, est-ce que nous avons des sociétés qui sont prêtes à rentrer sur le marché cubain? Je n'en suis pas sûr. D'autre part, est-ce que nous sommes en mesure de supporter la concurrence du tourisme cubain? Je n'en suis pas sûr. Et n'empêche que ça ouvre l'ère de relations nouvelles. Merci en tout cas Julien Mérion d'avoir été ce soir sur le plateau d'Alizé. On ouvre à présent notre page des sports avec le Tour cycliste de la Guadeloupe. Le début des hostilités aura lieu dans 11 jours exactement. Mais pour l'heure, aucune certitude sur la participation de Boris Carène. Le champion de l'édition 2011 est exclu, on le rappelle, de la compétition. En cause son transfert à l'ASB Mao il y a 2 mois. Les précisions d'Ingrid Saucé. Le doute plane encore sur la participation de Boris Carène au Tour cycliste de la Guadeloupe. En mai dernier, le coureur a quitté l'UCMoul pour rejoindre l'équipe de l'ASBM, un transfert après le 1er mai qui peut lui coûter sa participation à l'édition 2015, selon les termes d'une motion votée l'an dernier par les présidents de club. Apparemment, vous savez, il y a une motion qui a été votée par les présidents de club depuis un certain moment. Et à ce que j'ai entendu, cette motion c'est difficile parce que nulle part ailleurs, aucun club, ni autre pays a cette motion. Donc, ils ont voté cette motion parce qu'à un certain moment, ils ont voulu contrer certains présidents de club qui avaient des étrangers. Donc, ils ont voté une motion à l'unanimité. Donc, ce qui fait que aujourd'hui, ce problème existe. Donc, c'est uniquement à cause de ça, mais cette motion, c'est pas une motion de lycée, ça n'existe nulle part. Aujourd'hui, la décision appartient au président du comité régional de cyclisme, comme le stipule la motion. Mais en bas, ils ont mis un truc que les cas exceptionnels seront étudiés par le président. Je vais regarder ça cette semaine. J'ai rien regardé. Moi, je vais étudier, donner une réponse. Après,
Aujourd'hui, c'est vrai, c'est moi à donner la réponse. L'ASB Mao évoque même l'idée de ne pas prendre part au tour si Boris Karen en est exclu. Oui, après, si mon équipe prendra part au tour de la Guadeloupe, hein, peut-être. Vous m'avez posé la question, vous m'avez pris à chaud, mais je pense finalement que finalement, si Boris n'est pas sur le tour, je crois qu'on n'ira pas par solidarité, on n'ira pas au tour. En attendant, le champion de Guadeloupe 2011 est en pleine préparation aux Mornes Rouges en Martinique, une préparation entachée par l'incertitude quant à sa participation. Pourtant, il y a quelques jours, lors d'une interview à notre micro, le président du comité régional de cyclisme évoquait Boris Karen parmi les coureurs qui pourraient remporter le Tour de la Guadeloupe. On a 2 coureurs quand même qui peuvent prétendre à une victoire sur le Tour de la Guadeloupe. On a Boris Karen, qui est aujourd'hui à la SBM, et aussi Turpin qui est au VCG. La décision officielle devrait être rendue mardi soir. Et hier, c'est le Tour cycliste féminin de la Guadeloupe qui s'est achevé aux abîmes. Grosse domination des Martiniquaises puisqu'elles sont 2 à avoir terminé sur le podium. Reportage d'Ingrid Saucé. Dès le premier tour, Marie-Chantal Aurela prend la tête de la course. Elle distance le peloton de 20 secondes. Avec 4 minutes de retard sur le maillot jaune, la sociétaire de l'UCV souhaite remonter dans le classement. Derrière, les Martiniquaises font le travail et ont cadenassé le peloton. Un travail d'équipe pour le maillot jaune. Marie-Chantal Aurela garde la tête durant ses 3 tours dans les rues des Abîmes, malgré les tentatives de remontée des Martiniquaises. Au dernier tour, la Guadeloupéenne s'envole vers une victoire d'étape et devance le peloton d'1 minute. C'est vrai que je suis partie très tôt. Il fallait que je fasse un tour avant avec les filles et attaquer après. Mais je ne pouvais pas attendre et j'ai tenté et ça a été. Le maillot jaune, la Martiniquaise Mélissa Alexandrine, arrive en 3e position et conserve sa place de leader de ce tour. Une victoire toutefois entachée par une chute après la ligne d'arrivée. Elle est blessée au niveau du cou et sera transportée au CHU. Je garde quand même mon maillot. C'était mon objectif principal de la saison. Bon, même si c'était un peu difficile cette dernière étape, puisqu'on était les seuls à rouler, la sélection de la Martinique, bon, c'était un peu normal. Bon ben déjà, je peux dire, à part, je suis fière de mon tour, donc voilà. La seconde place est occupée par la Guadeloupéenne de l'ASC Vétiver, Christelle Martinez. Elle s'impose devant Mathilde Bataillé de la sélection de la Martinique. J'avais un travail à faire aujourd'hui qui était de marquer le maillot jaune et surtout le maillot à pois qui était 55 secondes derrière moi. Et j'avais pas le droit de bouger une oreille si ces 2-là ne bougeaient pas. Donc quand Marie-Chantal est partie, j'ai pas bougé, j'ai écouté les consignes du coach. Et je les ai marquées tout du long et pour garder ma place, ce que j'ai fait. 16 filles étaient alignées sur ce tour féminin, un nombre satisfaisant selon le comité régional de cyclisme. Je crois que le travail que nous sommes en train de mettre en place va porter ses fruits. Et je crois que pour l'an prochain, nous aurons quand même une équipe complète sur le tour féminin. Mais en tout cas, le but aujourd'hui, ce n'était pas de gagner le tour, de prendre des maillots, mais c'était de faire revenir à la compétition les filles. L'an prochain, une sélection de la Guadeloupe devrait être au départ du Tour cycliste féminin. Avant de se quitter, prenons le large quelques instants alors que le Tour de la Guadeloupe en voile traditionnel vient de se terminer. Un autre rendez-vous voile vous attend, ce sera en août à la Désirade. La 4e édition de Voile au vent se déroulera du 7 au 9 août prochain. Au programme concours de pêche, course de voile traditionnel, mais aussi initiation au kayak ou encore à la planche à voile. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous rappelle la principale information de ce journal, à savoir l'étendue de la grève à toutes les stations-service de Guadeloupe dans la semaine. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec le journal de TF1 pour l'information nationale et internationale, puis ce sera les pronostics hippiques de Prévert Mayingo. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain dès 19h. Excellente soirée sur Alizé.